Oui. Bon. On va essayer d'être plus pragmatique, pédagogique, quand on étudie les relations internationales. Je m'appelle pas les relations internationales. Qu'est-ce qu'on étudie exactement? Les relations entre les États. Notre réponse va dire les échanges, les interactions, les rapports sur la scène internationale. Un autre va dire on étudie les faits internationaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les relations internationales est une discipline récente qui s'intéresse donc à observer les interactions, les faits sur la scène internationale. Donc, on essaie de comprendre. Tout simplement, comprendre, nous donner un sens, une explication. Il se trouve que sur cette scène internationale, on a un acteur dominant ou prééminent, qui est l'État, bien sûr. Qui est l'État. Donc, des relations internationales, c'est des relations entre nations, mais on fait référence bien sûr à l'État-nation. D'accord? On a un acteur dominant, mais on a de nouveaux acteurs. N'est-ce pas? Sur la scène internationale, aujourd'hui, on parle de nouveaux acteurs non étatiques. Très bien. Ces nouveaux acteurs non étatiques sont les organisations internationales, l'ONU, les firmes multinationales, les grandes entreprises, compagnies multinationales, d'accord, comme Google par exemple. On a des organisations non gouvernementales, n'est-ce pas? Non gouvernementales, mais qui ont une activité mondiale. Donc, ils s'intéressent à des questions qui traversent les frontières. Par exemple, l'intervention humanitaire. Oui, par exemple, même si l'ONICEF fait partie du système de l'ONU, ce n'est pas une ONG indépendante. Comme Greenpeace, comme Amnesty International, comme Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge. D'accord? Et puis on a des tas d'acteurs aujourd'hui qui influencent la réalité internationale, telles que les grandes banques internationales, telles que les fondations, telles que même des personnes, des individus qui ont du pouvoir au niveau mondial. Si on parle par exemple de Bill Gates, on parle de George Soros, là ce sont des gens qui influencent les relations entre les États, même s'ils sont simplement des individus. Donc, pour comprendre cette réalité complexe,
une grille d'analyse. Il nous faut un tableau de bord. Il nous faut des modèles d'explication. Il nous faut des généralisations. Parce qu'on cherche à comprendre, mais également on cherche à prévoir. Prévoir. Il y a deux objectifs. Comprendre et prévoir. Pourquoi ils ont fait ça? C'est comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire peut-être dans le futur? Et pour comprendre, on a besoin de quoi? On a besoin de théorie. Et je répète encore une fois, les théories, c'est pour simplifier le monde, pour simplifier notre compréhension du monde. C'est une simplification de la réalité internationale. Comme se doter d'une, comment dire, de lunettes qui vont nous montrer le monde moins complexe, qui vont nous montrer certaines causes, certaines corrélations. On cherche à déterminer les liens entre les acteurs, les liens entre telle décision, telle autre. C'est la causalité. Parce que la science, c'est le domaine de la causalité. On cherche à trouver des liens de causalité. Parce que c'est la causalité qui nous permet de comprendre le monde. Et donc, comment se forme une théorie? Question très importante. Comment se forme une théorie? Une théorie, ça commence par des hypothèses, n'est-ce pas? Un postulat. Voire un ensemble d'hypothèses, pas une seule hypothèse, un ensemble d'hypothèses. Et on va déterminer les variables. Les variables. Et donc, tester cette hypothèse. Donc, tester les liens possibles entre les variables. Une fois cette hypothèse est testée, vérifiée, on arrive donc à établir un modèle général d'explication. Une théorie, parce qu'une théorie, c'est un modèle général d'explication et qui permet également de prévoir. Là, une utilité pour la prospective, pour prévoir. Au départ, les relations internationales n'étaient pas étudiées comme science indépendante. On est bien d'accord? Indépendante. On étudie les relations entre les États dans l'histoire. Les relations diplomatiques dans l'histoire. Même la philosophie. Parce qu'on parle de concepts comme la souveraineté, comme l'intérêt général, l'intérêt national, etc. Mais, je vous ai dit que, suite à la Première Guerre mondiale, est apparue la première théorisation, première théorie des relations internationales. Et cette théorie, c'est la théorie libérale. J'essaie de schématiser, je fais ça parce que la dernière fois, une étudiante, elle dit qu'elle trouve ça, c'est difficile, je ne comprends pas. Et moi, je voudrais vous poser la même question. Hein? Ça vous paraît? C'est vrai, c'est compliqué. C'est complexe, c'est pas compliqué, c'est complexe. Là, on va essayer de simplifier jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien.
va, bien sûr, on va utiliser l'histoire. Quand on fait les relations internationales, il faut revenir à l'histoire. Très bien. Donc, on a dit théorie libérale. Les origines. Théorie, ça ne vient pas de néant, il y a toujours, comme je l'ai dit plusieurs fois, un fondement philosophique, tout simplement. Un fondement philosophique de toute théorie. La théorie des sciences sociales. Donc les origines, elles sont revenues évidemment aux auteurs, aux philosophes, qui ont considéré qu'on peut construire une paix durable entre les nations, qu'on peut réguler les rapports entre les États. Il y a un droit international qui émane donc du droit naturel. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de normes auxquelles il faut adhérer, qu'il faut respecter et qui peuvent donc permettre de pacifier les relations entre les nations. Donc, on va retenir un nom, un philosophe, dire Emmanuel Kant. Et puis, parce que le libéralisme, c'est une philosophie complète. Il y a également, on peut citer également le libéralisme économique. Il y a l'économique qui a été donc théorisé par Adam Smith, par exemple, n'est-ce pas? Qui a été théorisé par Adam Smith. Donc, qui encourage, l'idée, c'est d'encourager le commerce entre les nations. D'abord, encourager bien sûr l'initiative privée, puis donc l'initiative privée, le recul de l'épargne face à l'initiative privée, donc laisser faire, laisser passer. Et donc, c'est l'incitation au commerce. On va citer deux mots. Adam. Là, sur le plan philosophique, sur le plan économique, on peut citer également une mention sur le plan juridique. Parce qu'il y a aussi un sous-bassement juridique du libéralisme. Donc, il y a dans les lieux ensuite au droit international. N'est-ce pas? Ensuite, le contexte. Le contexte de l'apparition du libéralisme. La théorie libérale en droit en relations internationales. Le contexte, c'est le contexte temporel. L'époque. Très bien, donc,
War I. Donc après la Première Guerre mondiale. La question toute simple qui a été posée, pourquoi les États font la guerre? Pourquoi les États font la guerre, déclarent la guerre? Et est-ce qu'il y a une autre alternative? Jusque-là, vous me suivez. Pourquoi ils déclarent la guerre? Et est-ce qu'il y a une autre alternative? Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a un autre choix? De là a commencé un travail de théorisation. Donc, on commence à essayer de comprendre pour la guerre, mais aussi parce que la théorie libérale, c'est une théorie normative. Ça veut dire qu'il veut changer la réalité internationale. La théorie libérale, c'est une théorie normative qui veut changer la réalité internationale. Donc la réalité internationale était catastrophique. Et donc on cherche pourquoi il y a ces conflits et comment on peut remédier. Donc, les premières hypothèses vont apparaître. D'abord sur l'État. L'hypothèse sur l'État. L'État. Comment est l'État? Est-ce que l'État, c'est un monstre froid, comme dit Nietzsche, le plus froid de tous les monstres froids? Ou l'État est rationnel? Là, il réfléchit, il estime le coût, le bénéfice. L'État peut prendre des décisions de coopération. L'État, comment il fait? Donc l'État, on va dire, la première hypothèse, que l'État est rationnel. Ensuite, est-ce que l'État, il est unitaire? Ça veut dire unitaire? Ça veut dire, est-ce que l'État pense une seule chose et on ne peut pas distinguer au sein de l'État des composants ou des éléments. Est-ce que l'État il réfléchit, il réfléchit comme un individu? Parce que individu, c'est qu'on peut pas dire. Est-ce que l'État il est unitaire? Donc, deuxième hypothèse, l'État n'est pas unitaire, l'État, il y a donc plusieurs acteurs au sein de l'État. Plusieurs acteurs. Parce que l'État, oui, il y a l'État, mais l'État est composé de plusieurs éléments. L'État, il peut avoir, par exemple, on peut se dire que dans l'État, il y a les politiciens. On peut dire aussi qu'il y a l'armée, on peut dire qu'il y a les acteurs économiques, on peut dire qu'il y a l'administration. Donc, l'État n'est pas homogène. L'État, à la base, n'est pas homogène. Il y a plusieurs acteurs. Bien sûr, dans les relations internationales, l'État agit en tant qu'État, mais à la base,
il y a des éléments différents. Et ces éléments ne veulent pas toujours la même chose. Ces éléments n'ont pas la même conception de l'intérêt. Ensuite, système international. Comment est ce système international? Alors, oui, anarchique, oui. Mais on peut l'organiser. On peut organiser le système international. C'est-à-dire qu'on peut limiter ou réduire l'anarchie du système. Donc anarchique, mais on peut l'organiser. Anarchique, comme Darwin, c'est l'absence de hiérarchie. Anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est le désordre. Mais pas le désordre total. Ce n'est pas le chaos. Le chaos, c'est l'anarchie, c'est qu'il n'y a pas d'ordre hiérarchique. Là, tout va bien? On va effacer. On continue. Ensuite, on a l'intérêt national. Comment est l'intérêt national? Comment se porte l'intérêt national? Alors, comme l'État n'est pas tributaire, donc l'intérêt national aussi ne peut pas être unitaire, c'est-à-dire figé. L'intérêt national, c'est un intérêt qui, si vous voulez, se construit, qui se forme. Donc l'intérêt national, c'est, si vous voulez, c'est la synthèse des intérêts de l'ensemble des acteurs au niveau national. Donc l'intérêt national, c'est la synthèse des intérêts de l'ensemble des acteurs nationaux. Par exemple, au niveau d'un pays, par exemple, on va dire le gouvernement ou le ministère des Affaires étrangères, il peut concevoir une image, une perception de l'intérêt national, alors que le ministère du Commerce peut avoir une autre
perceptions peuvent diverger. L'armée peut avoir aussi une autre perception. Les acteurs économiques, les grandes entreprises au niveau national, peuvent aussi avoir des intérêts qui sont peut-être divergents avec l'intérêt comme il est construit par le gouvernement. Donc, mais avec la fin, on a toujours l'international. On parle pas d'intérêt national pluriel, mais l'intérêt national est une synthèse. On va dire que c'est une synthèse, en plus une synthèse qui évolue, qui est dynamique, qui évolue. Donc l'international peut se transformer avec le temps. Aujourd'hui, on peut avoir intérêt à avoir des relations stratégiques, on va dire, avec les États-Unis, mais peut-être dans 5 ans, 10 ans, ce ne sera pas le cas. Très bien. Donc, à partir de ces hypothèses, sur l'État, sur le système international et sur l'intérêt national, on va arriver à certaines conclusions ou à certains concepts qui vont donc être le noyau dur de la théorie libérale. Sécurité. Soit on se dit la sécurité commence à la frontière et finit à la frontière, donc on parle de sécurité nationale, même nationale. Soit on élargit, on dit que c'est justement la focalisation sur la sécurité nationale qui conduit à la confrontation et conduit donc à la guerre. On va se dire qu'on ne va pas accepter ça et on va établir un système de sécurité collective. Sécurité collective. Qu'est-ce que ça veut dire sécurité collective? Ça veut dire un pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire que si un État ne respecte pas l'obligation de ne pas recourir à l'agression ou recourir à la violence, il doit être sanctionné d'une manière collective. C'est-à-dire que tous les pays doivent le sanctionner. Ça, j'essaie d'être pédagogique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'essentiel, c'est que, par exemple, on est, par exemple, en 1933, l'Allemagne nazie, il a envahi la Pologne. Et
y avait la SDN, la Société des Nations. Qu'est-ce qui a été écrit dans la la charte de la SDN? Ça a été écrit que si n'importe quel État membre est agressé, il faut le sanctionner, c'est-à-dire il faut le punir. Et personne n'a puni l'Allemagne à cette époque-là. Également, le Japon qui a envahi une partie de la Chine. Et donc, la sécurité collective, c'est un concept qui est joli, qui, on va dire, c'est un beau concept pour la paix, mais sa mise en œuvre, on ne peut pas dire qu'il est impossible, mais sa mise en œuvre, elle est soumise à ce qu'on appelle un double standard. Un double standard. C'est-à-dire que si tu es par exemple faible, on peut se punir par exemple comme l'Irak en 91, parce qu'il a envoyé le Koweït, on va punir. Et si tu es les États-Unis, qui a envahi certains pays, personne ne bouge. Même chose pour la Russie aujourd'hui, même s'il y a autre chose. Là, on est dans un système complètement dehors de l'ONU, parce que ça se passe, autre chose. Donc, sécurité collective, est-ce que c'est clair? Sécurité collective. Ensuite, au niveau de la coopération. J'ai dit la dernière fois, la coopération est difficile. C'est-à-dire que la coopération n'est pas quelque chose d'évident. On ne commence pas à coopérer comme ça de plein gré. Mais la coopération, il faut la construire. C'est une relation de confiance, c'est une relation qui devrait être construite. Ce que nous disent les libéraux ici, que l'économie est très importante. L'économie est très importante pour les libéraux. Et donc, l'économie, qui dit économie des échanges commerciaux, des investissements, etc., permet de réaliser ce qu'on appelle des intérêts mutuels. Intérêts mutuels, notamment dans son économie. Est-ce que là tout va bien? Ensuite, le droit international. Le droit international et organisation internationale. Droit international et organisation internationale. Donc, pour pacifier les relations internationales, il faut renforcer
le droit international et les organisations internationales. Donc, ce qu'on appelle le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est la clé pour pacifier les relations internationales. Si vous arrivez à noter là, évaluez-vous. Multilatéralisme, c'est-à-dire qu'on va se réunir, négocier ensemble pour soit établir une convention internationale, un accord, soit pour créer une organisation internationale donc, qui va réglementer, qui va régir nos rapports. Donc encadrer les relations internationales par le droit international. Ensuite, je termine très, je réponds. Ensuite, démocratie. Alors, ils ont conclu que plus les États se démocratisent, moins ils font la guerre entre eux. Plus les États se démocratisent, moins ils se font la guerre entre eux. En d'autres termes, les démocraties, les États démocratiques ne se font pas la guerre entre eux. Là, je passe ça la dernière fois, je pense. Voilà. La paix démocratique. Paix démocratique. La paix démocratique. Est-ce que c'est clair? Mais la paix démocratique, c'est-à-dire entre les États qui se sont démocratisés, selon leurs standards. Et il y a également il y a des guerres qui se font entre les États qui ne sont pas entre démocratie et non-démocratie. Tout ça, ce sont des standards, des jugements qui sont établis par des puissances ex-coloniales, et aujourd'hui avec les États-Unis d'Amérique. Des questions? Oui. Multilatéralisme, alors, c'est par opposition à l'unilatéralisme. Unilatéralisme, c'est-à-dire un État prend sa décision tout seul et l'applique, même si ça va à l'encontre des intérêts ou des visions des autres États. Unilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est le contraire. C'est s'asseoir sur la même table et discuter. Donc le multilatéralisme, ça permet des négociations, des consultations, ça permet d'aboutir à des conventions internationales, à des accords, et on s'engage à respecter ces accords parce que on était
acteur de ces négociations. Donc, le multilatéralisme, ça permet donc de renforcer le droit international et de renforcer les organisations internationales comme, par exemple, l'ONU et d'autres organisations. Le contraire du multilatéralisme. Unilatéralisme. Ça va? Pour l'instant, ça va? Tout va bien? Toute la théorie des relations internationales. C'est-à-dire, je vais résumer d'une manière très concise, même si la théorie en soi est très complexe, mais je l'ai simplifiée. Une simplification qui, bien sûr, aide à comprendre. Ensuite, il faut savoir que la théorie elle a évolué dans le temps. Et je vous ai dit la dernière fois que dans la théorie libérale, on va distinguer entre le néolibéralisme, néolibéralisme, on l'appelle également libéralisme institutionnel. Libéralisme, c'est ça, libéralisme institutionnel. Là, on parle pour souligner deux auteurs connus, Joseph Nye. On va revenir dessus. Joseph Nye. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le néolibéralisme? Il nous dit que le système international, oui, il est anarchique. Oui, il est anarchique. Primo, donc le système anarchique. Secondo, la coopération est difficile. Oui, la coopération est difficile. Mais la mise en place des institutions internationales, c'est-à-dire des organisations internationales, permet de régler deux problèmes. Un problème de confiance et un problème de communication. Je vous ai parlé la dernière fois du dilemme du prisonnier, n'est-ce pas? Le dilemme du prisonnier. Les prisonniers, au lieu de ne pas confesser, ne pas avouer leur crime, ils ont choisi la mauvaise option pour eux, c'est avouer, et donc ils ont été punis par la peine maximale. Ils n'ont pas coopéré. Et là, on parle de situation. Parce qu'une situation où il n'y a pas de communication, où il n'y a pas de confiance. Donc, les institutions permettent de régler ce problème, ce double problème plutôt, Problème de confiance et problème de communication. Et plus on a d'institutions,
plus le système, au moins le système devient anarchique. Plus d'institutions, moins d'anarchie. Plus d'institutions internationales, plus de droit international, donc moins d'anarchie. Ensuite, plus de coopération économique, moins de guerre, moins de conflits. Parce que, au fur et à mesure que la coopération accroît, notamment la coopération économique, la guerre devient coûteuse, très coûteuse pour l'ensemble, pour tout le monde. Est-ce que c'est clair? Donc c'est ça les conclusions auxquelles ils ont abouti. Donc néolibéralisme, et ensuite donc interdépendance. Interdépendance mutuelle. Donc on est toujours dans le schéma libéral. Le libéralisme, vous connaissez, donc la liberté, les acteurs économiques, le moins d'État. L'État toujours intervient moins dans l'activité économique. Donc, la mondialisation, parce que l'interdépendance mutuelle, ça coïncide avec l'essor de la mondialisation. Et donc, la mondialisation, ça veut dire une économie mondialisée où chacun a besoin de l'autre. On a tous besoin d'un produit qui n'est pas uniquement produit dans un seul pays, si j'ose dire, mais un produit, par exemple une voiture ou un PC. C'est-à-dire qu'il a besoin de composantes, il a besoin de technologies qui ne sont pas concentrées dans un seul pays. Les minéraux qui servent à construire par exemple un portable, on les trouve par exemple soit en Afrique, en Chine, en Australie, et puis on a le design d'une entreprise américaine, ou je ne sais pas, d'une entreprise européenne, et puis la production de la main-d'œuvre d'une entreprise indienne ou chinoise. Donc il y a plusieurs composantes qui rentrent dans la production d'un seul objet, d'une seule marchandise. Donc l'interdépendance. Et puis l'interdépendance, ça veut dire aussi que aujourd'hui, pour avoir de l'énergie, pour avoir des ressources alimentaires, on ne peut pas s'auto-suffire. On ne peut pas être auto-suffisant. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres. On est interdépendant. Donc l'interdépendance en arabe est tined. C'est-à-dire qu'on est dépendant des autres. Hein? On est dépendant des autres. Mais les autres aussi sont dépendants de nous. Ce qui fait donc l'interdépendance. L'interdépendance, c'est dans le double sens. C'est dans les deux sens. Oui. L'interdépendance mutuelle n'est pas. Oui, donc la dernière fois, on a parlé des critiques d'interdépendance parce qu'on n'est pas tous interdépendants au même niveau. Il y a certains qui sont plus dépendants que d'autres. Il y a certains qui sont plus fragiles que d'autres. Donc l'interdépendance est plus favorable aux États les plus
forts ou les mieux dotés en ressources. Par exemple, prenons le cas des États-Unis, par exemple. C'est vrai qu'au niveau des ressources, ils ne sont pas dépendants parce qu'ils ont les énergies, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie. Mais pour certains produits, ils ne peuvent pas les avoir, par exemple, sans la Chine. Parce que la Chine, c'est l'usine du monde. La Chine, il y a la main-d'œuvre qui n'est pas chère et donc qui construisent ces autres. Donc, ils sont dépendants de la Chine. Les États-Unis sont dépendants de la Chine pour avoir, par exemple, des produits bon marché, pour avoir des PC, des portables, des technologies. Mais la Chine aussi, elle est dépendante des États-Unis. Parce que ce sont les entreprises américaines, les usines en Chine vont fermer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays au monde, même le plus puissant pays du monde, qui soit donc complètement indépendant des autres. Certainement, les plus faibles sont les plus exposés, sont les plus fragiles devant cette interdépendance. Donc voilà pour ce qui est de la théorie libérale. Est-ce que vous avez bien compris? J'espère. Prenez votre temps, 2-3 minutes, regardez